Socrate est l'une des figures les plus célèbres et les plus connues de l'histoire. Il fut l'un des penseurs les plus remarquables de tous les temps et son héritage philosophique continue de faire l'objet de recherches, d'études et de débats dans le monde entier. Bien qu'il soit devenu un personnage extrêmement connu, Socrate n'a pas fondé d'école et n'a rien écrit de sa propre main. Ce que nous savons de sa vie et de sa philosophie nous est parvenu par le biais d'autres auteurs, dont 3 sont considérés comme les principaux: Platon, Aristophane et Xénophon. Le premier est certainement le plus connu, car il fut l'élève de Socrate et devint également un philosophe très important dont l'héritage philosophique est également d'une grande valeur. Ces 3 auteurs ont dépeint Socrate de différentes manières. Platon, qui a vécu entre 428 et 348 avant Jésus-Christ, et Xénophon, qui a vécu entre 430 et 355 avant Jésus-Christ, se sont révélés de grands admirateurs de Socrate. Le dramaturge grec Aristophane, en revanche, avait une vision moins favorable du philosophe athénien. Aristophane traite de Socrate dans une comédie de 423 avant Jésus-Christ intitulée Les Nuées, où le penseur grec est ridiculisé et considéré comme un faux sage, ainsi que comme un corrupteur de la jeunesse et un irrespectueux des dieux dans sa philosophie. Aristophane présente également Socrate comme un sophiste, mais il ne faut pas oublier que ce dramaturge écrivit quelques-unes des comédies les plus célèbres de l'Antiquité, d'où le style caricatural qu'il utilisa pour dépeindre le philosophe. Bien que nous ne connaissions pas ses intentions exactes, les écrits d'Aristophane sont particulièrement importants pour connaître la vie du grand philosophe grec. Bien qu'Aristophane ait caractérisé Socrate de manière négative, il écrivit des choses qui sont remarquablement similaires à celles de Xénophon et de Platon. Par exemple, il mentionne la dialectique comme un outil de communication utilisé par Socrate. Il mentionne également la célèbre méthode socratique par laquelle le philosophe interrogeait ses homologues. La pièce Les Nuages contient quelques caractéristiques biographiques intéressantes et significatives de Socrate, qui est décrit comme un homme simple et pauvre qui marchait pieds nus et vivait dans une maison très modeste. En fait, l'humilité de Socrate était l'une des principales caractéristiques de sa vie, également citée dans d'autres sources. Dans les pensées mémorables de Socrate, Xénophon écrivit qu'il n'a pas d'esclave, que sa nourriture et sa boisson ne sont pas exquises, que ses vêtements se résument à un manteau grossier en été et en hiver et qu'il n'a ni chaussures ni tunique. Outre ces 3 auteurs, d'autres particulièrement importants ont évoqué Socrate, comme Diogène Laërtius ou Cicéron, ainsi qu'Aristote, un autre brillant philosophe grec. En combinant les descriptions de ces auteurs et chercheurs, il a été possible de construire la trajectoire de la vie et de la philosophie de Socrate. Socrate naquit à Athènes en 469 avant Jésus-Christ. Son père était le sculpteur Sophronisque, sa mère était la sage-femme Phénarète. Quelques peintures, fresques et sculptures nous permettent de mieux comprendre à quoi ressemblait physiquement le philosophe qui, semble-t-il, n'était pas particulièrement beau. Mais ce détail est insignifiant par rapport à la maîtrise de sa pensée et à la grandeur de son héritage philosophique. Il était suffisamment séduisant pour Xanthippe, qui l'épousa et dont il eut un fils appelé Lamproclès. Selon certaines sources, il aurait eu 2 enfants avec une autre femme. Il n'aimait pas le luxe, s'habillait simplement et sans fioritures, menait une vie modeste sans attacher d'importance aux possessions matérielles. Ses traits sont devenus sa marque de fabrique. Parfois, son comportement était étrange, attirant l'attention de certains de ses contemporains. Il lui arrivait de s'immobiliser et de méditer, restant longtemps dans cet état. C'est comme si le philosophe ne remarquait et ne sentait rien d'autre autour de lui, ne contemplant que ses pensées. Dans le dialogue Le Symposium, Platon raconte certains des traits de caractère du philosophe. Par exemple, il écrit que Socrate était résistant aux basses températures et qu'à certaines occasions, lorsque les autres se protégeaient du gel, le philosophe pouvait les affronter à l'extérieur, vêtu seulement d'une couverture. De plus, il marchait pieds nus sur la glace et ne semblait pas avoir froid aux pieds. Une fois, à Potidée, en 432 avant Jésus-Christ, il aurait passé 24 heures paralysé, regardant l'horizon et réfléchissant à une idée, ce qui impressionna les soldats qui campaient avec le philosophe à cet endroit. Toujours dans le Symposium, Platon raconte que le maître buvait de l'alcool comme aucun autre homme et qu'on ne le voyait pourtant jamais ivre. Pendant une période de sa vie, Socrate tenta de suivre la même carrière que son père, mais il échoua en tant que sculpteur. Pendant sa jeunesse, il servit dans l'armée et participa à la guerre du Péloponnèse, un conflit entre les cités d'Athènes et de Sparte qui commença en 431 et s'acheva en 404 avant Jésus-Christ. Il reçut une grande reconnaissance pour son héroïsme, mais comme nous le savons aujourd'hui, son destin était autre, la philosophie. L'un des grands jalons de la philosophie socratique est la phrase extrêmement populaire « Je sais que je ne sais rien ». Dans un dialogue platonicien, Socrate raconte l'histoire de cette célèbre citation. Un jour, Chéréphon, un ami d'enfance, consulte l'oracle de Delphes, un lieu considéré comme sacré par les Grecs où les gens consultent leur destin auprès des pythonisses,
des prophétesses qui entrent dans un état de conscience altéré. Et par l'intermédiaire du dieu Apollon, à qui le lieu était dédié, elles répondaient à ceux qui les sollicitaient. Lorsque Chéréphon se rendit dans ce lieu, il demanda s'il existait au monde un homme plus sage que Socrate. La réponse fut négative. Socrate était le plus sage de tous. Lorsque Chéréphon en fit part à son ami, le philosophe fut extrêmement perplexe, car il était parfaitement conscient de ne rien savoir. Selon Platon, il s'interrogea « Que veut dire le dieu ? Et quel est le sens caché de la réponse ? Je n'ai pas conscience d'être sage ou pas sage. Que veut-il dire en me déclarant le plus sage ?» Curieux et désireux de comprendre les paroles de l'oracle, il décida d'aller voir une de ses connaissances qui était un homme politique et qu'il considérait comme un sage. Après avoir discuté avec lui, le philosophe athénien se rendit compte que l'homme politique n'était pas si sage que cela, car il ne reconnaissait pas les limites de sa propre ignorance. Socrate en conclut « Je suis plus sage que cet homme. Il est probable qu'aucun de nous deux ne sache quelque chose d'important, mais il croit savoir quelque chose et il ne le sait pas. Moi, si je ne sais pas, je ne suppose pas que je sache non plus. » Par la suite, Socrate consulta d'autres hommes politiques et s'entretint avec des poètes et des artisans considérés comme des sages. Mais le contact avec ces personnes le mènera à la même conclusion que celle à laquelle il était parvenu avec le premier homme à qui il avait parlé. Il ne savait rien alors qu'il pensait le contraire. Socrate se fit connaître à Athènes, notamment grâce à la méthode socratique, qui consistait en un processus d'enquête par lequel le philosophe abordait certains individus, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, dans des lieux tels que les gymnases, les places publiques et les banquets, en les interrogeant sur des sujets souvent apparemment simples et directs pour les interlocuteurs, mais qui devenaient rapidement incertains. Lorsque les personnes qu'il abordait répondaient à une question, Socrate déconstruisait ces réponses avec de nouvelles questions, soulignant les erreurs et les incohérences. Souvent, les interlocuteurs apprenaient qu'ils ne savaient pas ce qu'ils avaient cru comprendre au départ. Au milieu de tant de questions sans réponse, cette autoréflexion permettait aux gens d'en apprendre davantage sur les problèmes et d'adopter une nouvelle perspective sur le sujet discuté avec Socrate. Le philosophe utilisa judicieusement la dialectique, qui est l'art du discours, comme outil linguistique dans la recherche de la vérité. Souvent, cela aidait les gens à se rendre compte de certains concepts acceptés a priori comme vrais, après avoir été examinés de manière critique et approfondie, étaient faux, et ceux-ci reconnaissaient enfin leur ignorance. Socrate compara cette méthode à la profession de sage-femme qui, comme nous l'avons dit au début de la vidéo, était celle de sa mère. Il avait compris que cette approche philosophique permettait de favoriser les idées novatrices car celles-ci existaient déjà chez les gens et qu'il ne faisait que les faire naître, comme s'il était une sorte d'obstétricien. Ce travail de penseur, qui consistait dans un premier temps à interroger ses concitoyens et à montrer les contradictions et les incompréhensions de leur raisonnement, puis à les amener à changer de perspective par rapport à ce qu'ils croyaient savoir, s'appelait la maïotique. Il est important de souligner que, comme le dit Xénophon, Socrate ne fut jamais rémunéré pour son enseignement, contrairement aux sophistes. Un autre point intéressant de sa philosophie est la question de la vertu, le plus précieux de tous les biens. Socrate pensait que l'homme qui possédait le savoir était à la fois vertueux et incapable de faire le mal, puisque le mal était causé par l'ignorant qui ne savait pas ce qui était bon. C'est pourquoi il existait une relation entre la moralité et la connaissance. En d'autres termes, si nous savons ce qu'est le bien, il n'y a aucune raison de faire le mal. À 60 ans, Socrate fut accusé et condamné à Athènes. Dans l'Apologie, Platon relate les allégations du maître devant les trois accusateurs, Anytus, Mélétus et Lycaon, ainsi que d'autres personnes présentes lors de la condamnation. Selon Platon, Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux auxquels le peuple croit, mais à de nouvelles divinités. Xénophon, qui décrivit également le processus de condamnation et de mort de Socrate, souligne à quel point le philosophe athénien s'est senti lésé. Xénophon et Platon mentionnent la paix admirable de Socrate avant sa mort. Au cours du procès, Socrate expliqua aux personnes présentes qu'il avait une mission divine, qui avait commencé dès l'enfance lorsqu'il entendait une voix en lui. Cette voix serait celle de son démon. Historiquement, le mot démon a reçu de multiples significations. Dans le cas de Socrate, il s'agissait d'une sorte de génie ou de guide personnel qui parlait au philosophe et lui prodiguait des conseils sur ce qu'il devait faire. Socrate fut finalement condamné à mort et contraint d'ingérer de la ciguë, un poison puissant. Dans le Phédon, Platon souligne le sang-froid et le courage admirable et inspirant du maître face à la mort. L'homme me sembla heureux. Dans ses manières et ses paroles, il affrontait la mort avec intrépidité et noblesse. Et à la fin de cet ouvrage, il décrivit Socrate comme le meilleur, le plus sage et le plus juste des hommes.
Socrate fut l'un des plus grands philosophes de tous les temps. La plupart des écrivains qui le citent le considèrent comme extrêmement sage. Son héritage philosophique est extrêmement important et a influencé d'autres penseurs par la suite. Socrate, entre autres, nous apprend à mieux analyser nos pensées et à avoir une perspective plus critique sur la réalité qui nous entoure. Grâce à cette étude, nous avons réalisé à quel point il est important de toujours garder un regard critique sur le monde et à quel point l'humilité est importante dans notre quête de la connaissance. Platon était un illustre philosophe grec dont les écrits parvenus jusqu'à nous ont rendu ses idées immortelles. Platon est né à Athènes vers 427-428 avant Jésus-Christ et était issu d'une famille noble. Son père s'appelait Ariston et sa mère Périxionnée. Le philosophe avait 2 frères, Adimante et Glaucon, et une sœur appelée Potonée. Son père mourut alors que le penseur était encore jeune, et après sa mort, Périxionnée se remaria, cette fois avec son oncle Pyrilampe. Et c'est de cette union que naquit Antiphon. Peu de gens savent que Platon était un surnom. Le célèbre philosophe s'appelait Aristoclès, comme son grand-père. Platon vient du grec Platon et signifie grand ou large. Ce surnom lui a été donné par son entraîneur de lutte en raison de sa taille physique. Platon vécut pendant une période politiquement turbulente à Athènes au moment de la guerre du Péloponnèse, un conflit entre Athènes et Sparte. Il assista également à la défaite d'Athènes face à la Sicile et fut le témoin d'un changement politique important lorsque la démocratie perdit du terrain au profit de l'oligarchie. Cette période mouvementée influença assurément ses réflexions sur l'éthique et la politique. Platon reçut une bonne éducation dans son enfance et sa jeunesse. Il étudia diverses matières telles que la musique, l'histoire, la géométrie et l'arithmétique, entre autres. Tout au long de sa jeunesse, il excella dans l'athlétisme. Lors de ses premières études philosophiques, au contact du contemporain Cratylus, il développa un intérêt pour le présocratique Héraclite d'Éphèse et, plus tard, étudia également les philosophes de l'école éléatique, y compris Parménide, qui intéressait particulièrement Platon. Vers l'âge de 20 ans, Platon deviendra l'élève du remarquable philosophe Socrate. Le maître avait un comportement inhabituel avec ses contemporains, s'habillant de manière peu soignée et fréquentant les lieux publics où il interrogeait les individus les plus divers. Platon devint l'élève de Socrate et bien que son maître n'ait rien écrit, son fidèle apprenti enregistra de nombreuses informations à son propos. Aujourd'hui, une grande partie de ce que nous savons de la vie et de l'œuvre de Socrate provient des travaux de son élève, Platon. Platon souhaitait poursuivre une carrière politique, mais lorsque son maître Socrate fut condamné et exécuté, il fut profondément désillusionné par le gouvernement local et commença à tracer une autre voie pour sa vie. Après la mort de Socrate, Platon choisit de quitter sa ville natale pour s'installer à Mégara, une ville située à l'ouest d'Athènes. En 388 avant Jésus-Christ, alors qu'il était âgé d'une 40aine d'années, il séjourna en Italie où il tenta d'établir des contacts avec les pythagoriciens, adeptes de la philosophie fondée par le présocratique Pythagore de Samos. À la même époque, il se rend à Cyrène, l'actuelle Libye, et en Égypte, un pays particulièrement important où Platon entre en contact avec des sorciers et des prophètes locaux et acquiert des connaissances auprès d'eux. Les documents relatifs à la visite du philosophe dans ces 2 pays sont toutefois incertains. Lors d'un séjour en Italie, Platon fit la connaissance du tyran Denis Ier, qui invita le philosophe à se rendre à Syracuse, en Sicile, dans l'espoir que le penseur athénien devienne son conseiller personnel. Platon espérait présenter ses idées et influencer le souverain avec sa philosophie politique. Mais les relations entre les 2 hommes se dégradèrent rapidement, avec des désaccords gênants. Denis Ier se fâcha tellement avec le penseur grec qu'il le vendit comme esclave à un Spartiate d'Égine, une île proche d'Athènes. Mais Platon réussit à s'échapper avec l'aide d'Aréthée de Cyrène et retourna à Athènes. Pendant cette période troublée en Italie, Platon se lia d'amitié avec le philosophe grec Dion, un parent de Denis Ier. Le retour de Platon de ce premier voyage en Sicile fut important. Vers l'âge de 40 ans, il fonda près d'Athènes son école philosophique, l'Académie, dont le nom vient d'Académos, un important héros athénien. Le lieu était associé aux Muses, entité liée au dieu Apollon, l'une des principales divinités les plus vénérées de la Grèce antique. Platon ne demandait rien à ceux qui fréquentaient l'endroit. Autre fait intéressant, 2 femmes au moins auraient participé aux réunions de cette école philosophique. Dans ses écrits, Platon explorait différents domaines de la recherche philosophique, tels que l'épistémologie, la politique, la métaphysique, l'éthique et l'esthétique. Parmi les nombreux aspects de sa philosophie, les plus importants et les plus connus sont la théorie des formes et le mythe de la caverne. La théorie des formes est l'une des pierres angulaires de la philosophie platonicienne. Ce thème n'apparaît pas seulement dans un livre, mais dans plusieurs de ses textes.
Platon considère qu'il existe deux domaines, dont celui qu'il appelle le domaine spirituel qui se caractérise par son immuabilité, son éternité et sa stabilité. Mais le domaine physique, celui que nous appréhendons par nos sens, est défini par la mutabilité des choses. C'est le monde des apparences, des copies imparfaites de ce qui existe dans le monde spirituel où se trouvent les essences, les vérités en soi. En d'autres termes, dans le royaume spirituel, les choses sont absolues. Mais sur le second plan, dans le royaume physique, elles n'existent qu'en apparence parce que leurs racines premières sont dans le royaume spirituel. Ce qui existe dans la sphère sensorielle est une copie de ce qui relève du royaume spirituel. La véritable cause des choses dans le domaine physique est suprasensible. En d'autres termes, tout ce qui existe dans le monde dans lequel nous vivons est une ombre de ce qui se passe dans le royaume spirituel. Pour illustrer cette pensée, Platon rédigea le célèbre mythe ou allégorie de la caverne. On peut imaginer une grotte avec plusieurs prisonniers qui, depuis leur naissance, y sont enchaînés, ne regardant que dans une direction, voyant des ombres projetées par des objets derrière eux, éclairés par un feu de joie. Ces prisonniers croient que les ombres sont la réalité. Lorsqu'un prisonnier se libère et sort de la grotte, il est d'abord ébloui par la lumière du soleil et la vraie réalité. Mais il comprend et accepte cette nouvelle perspective. Il apprend que les ombres qu'il voyait auparavant n'étaient pas des choses en soi. L'homme retourne à la grotte pour partager ce qu'il a découvert, mais les autres prisonniers se moquent de lui et refusent de croire ses paroles. Il reste à l'intérieur, trompé, croyant que les ombres sont la vérité, sans même savoir que les choses elles-mêmes ne se trouvent pas à cet endroit. Dans cette métaphore, le domaine physique est la caverne et le royaume spirituel, c'est-à-dire la réalité elle-même, la source de tout ce qui est lié à la sphère physique, se trouve à l'extérieur de la caverne. Cette allégorie peut également être interprétée de manière inhabituelle et est même associée à d'autres aspects de la philosophie platonicienne, tels que la gnoséologie, l'éthique et la politique. Bien qu'important, la théorie des formes et le mythe de la caverne ne sont qu'une partie de l'œuvre vaste et complexe de Platon qui comprend des études sur l'esthétique, la morale, des réflexions sur l'amour et d'autres sujets. En 367 avant Jésus-Christ, Platon retourna en Sicile. Il tenta de nouer des contacts avec Dénice II qui avait succédé à son père. En effet, le tyran Dénice II avait pris goût à la philosophie et voulait étudier avec lui. Mais comme les années précédentes, le séjour de Platon en Sicile fut frustrant et la rencontre avec l'entêté Dénice II ne fut pas fructueuse, et des désaccords surgirent entre les deux hommes. Mais le séjour de Platon en Sicile ne se termina pas là. En 361 avant Jésus-Christ, le penseur grec retourna dans la ville, désormais accompagné de ses élèves Xénocrate et Speusippe. Les désaccords se multiplièrent et le philosophe faillit mourir en essayant de traiter avec l'autoritaire Dénice II, dont le comportement barbare n'avait pas changé. Son ami Dion finit par prendre le pouvoir, mais fut assassiné en 353 avant Jésus-Christ. En 360 avant Jésus-Christ, Platon retourna à Athènes, où il resta occupé jusqu'à sa mort. Platon mourut vers 347 avant Jésus-Christ, âgé d'environ 80 ans et aurait été enterré sur le site de son école philosophique ou à proximité. L'Académie de Platon fut détruite en 86 avant Jésus-Christ par Lucius Cornelius Sulla, un officier romain qui avait conquis la ville grecque cette année-là. Non seulement l'Académie fut détruite, mais aussi d'autres parties de la ville, comme le lycée, l'école philosophique fondée par Aristote. Même après la destruction de l'Académie, l'école platonicienne continua d'être enseignée jusqu'à sa fermeture en 529 après Jésus-Christ sur ordre de l'empereur romain Justinien. Au XXe siècle, l'emplacement de l'Académie fut retrouvé et constitue aujourd'hui un site archéologique qui peut être visité gratuitement par les touristes. Le vaste héritage philosophique de Platon influença d'autres grands noms de l'histoire de la philosophie. Aristote fut l'un des étudiants de l'Académie pendant près de 20 ans et fut très influencé par son maître Platon. En 250 après Jésus-Christ, le grec Plotin fonda l'école néo-platonicienne, où il étudia et réinterpréta la philosophie de Platon qui refit alors surface. Outre Plotin, de nombreux autres penseurs tels que Saint Augustin, Porphyre, Bergson ou Arthur Schopenhauer furent influencés par les célèbres œuvres de Platon, l'un des plus grands génies de l'humanité, dont les livres continuent d'être traduits dans de multiples langues, attirant des lecteurs et des chercheurs du monde entier. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent la République, le Symposium, le Phédon, le Théétète et Phèdre. Le nom de Platon est largement reconnu, même par ceux qui ne sont pas familiers avec la philosophie, et ses enseignements continuent d'influencer les nouvelles générations de penseurs. Aristote est l'un des noms les plus importants de l'histoire de la philosophie.
Avec Socrate et Platon, il fait partie des personnalités les plus importantes de tous les temps. Sa pensée a survécu à l'épreuve du temps pour arriver jusqu'à nos jours et y déployer toute sa splendeur. Ses œuvres continuent d'être étudiées, débattues et influentes. Aristote, comme ses prédécesseurs Socrate et Platon, est un penseur majeur de l'histoire de la philosophie. Cependant, contrairement aux deux autres, il n'était pas athénien. Il est né vers 384 avant Jésus-Christ à Stagira, en Thrace, aujourd'hui ville de la région de Chalcidie. Son père était Nicomaque, un médecin talentueux et renommé qui travaillait pour la famille royale macédonienne. Le célèbre historien Diogène Laërtius décrivit Aristote comme quelqu'un à l'élocution chuchotée. Ses jambes étaient très fines et ses yeux petits, mais il s'habillait avec extravagance et se coiffait avec soin. Aristote grandit dans une situation financière privilégiée. Pendant son enfance et sa jeunesse, le philosophe de Stagira reçut une bonne éducation et à l'âge de 16-17 ans, il fut envoyé à Athènes pour étudier à l'académie avec Platon, qui avait déjà environ 70 ans. Il y resta et étudia pendant près de 20 ans, ne quittant la ville qu'après la mort de son maître. Après la mort de Platon, l'académie fut héritée par son neveu Speusippe, qui mit l'accent sur l'enseignement des mathématiques aux grandes dames d'Aristote. Aristote, bien que disciple de Platon, développa une pensée philosophique qui différait à bien des égards de celle de son maître. Il critiqua même à l'excès certains aspects de la philosophie platonicienne. Ces désaccords se retrouvent dans la métaphysique aristotélicienne, différente de celle du maître de l'académie, fondée sur un monde sensible et un monde suprasensible. Une autre particularité est l'intérêt et l'attention particulier d'Aristote pour les sciences empiriques, que l'on ne retrouve pas dans les œuvres de Platon. Mais l'héritage d'Aristote se distingue par des enquêtes majeures sur la nature. Le philosophe partit pour Ratarné, une colonie grecque d'Asie mineure. Cette période fut particulièrement importante dans la vie d'Aristote, car il rencontra Pythias, nièce du roi Hermias d'Atarné, qui l'épousa et avec qui il vécut une relation prospère. Le philosophe écrivit qu'après sa mort, il aurait aimé être enterré avec sa bien-aimée Pythias. En 348 avant Jésus-Christ, il vécut un temps à Assos, puis à Mytilène, capitale de l'île de Lesbos. Le séjour d'Aristote à Mytilène fut particulièrement important pour ses études intensives en biologie et son observation minutieuse de la nature. À Lesbos, il étudia avec passion la vie marine et à Assos, il ouvrit même une académie où il mena des recherches en biologie. L'un des grands jalons de l'œuvre d'Aristote réside dans le fait qu'elle ouvrit la voie à l'étude détaillée et à la classification systématique de certaines espèces. Le philosophe aurait disséqué certains animaux pour mieux les étudier. Il compara et observa les formes de vie dans la nature d'une manière sans précédent. Ces collaborations furent si importantes qu'il est aujourd'hui difficile, voire injuste, de parler de l'histoire des sciences sans évoquer Aristote. En 343 avant Jésus-Christ, Aristote fut appelé à rejoindre la cour du roi Philippe II de Macédoine et devint le précepteur d'Alexandre, le fils du roi âgé de 13 ans, qui deviendrait un jour Alexandre le Grand, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire. Plutarque nous dit que, au moins pendant une certaine période, le jeune Alexandre s'est attaché au philosophe précepteur et lui vouait un profond respect, le considérant comme un véritable père. Aristote enseigna au jeune héritier du trône de Macédoine diverses matières et ses instructions furent extrêmement importantes dans la vie d'Alexandre. Le philosophe occupa ce poste pendant 3 ans puis retourna dans sa ville natale de Stagira où il vécut de 340 à 335 avant Jésus-Christ avant de s'installer à Athènes et d'y vivre jusqu'en 323 avant Jésus-Christ. En 335 avant Jésus-Christ, dans la banlieue d'Athènes, Aristote fonda l'école philosophique appelée lycée d'après le mot Lyceios, car l'école se trouvait dans une zone dédiée à Apollon, connue sous le nom de Lyceios ou Lycéum. Aristote eut de nombreux élèves, avec lesquels il débattait de différents domaines de la connaissance. Certaines personnalités étudièrent avec lui, notamment les philosophes Aristoxène de Tarente, Christolaos, Straton de Lampsaque et bien d'autres. Le lycée fut connu sous le nom d'école péripatéticienne et ses étudiants sous le nom de péripatéticiens. Le mot péripatéticienne vient du grec et peut être traduit par se promener ou marcher. L'origine vient du fait que les cours d'Aristote se déroulaient lors de promenades dans les jardins, au cours desquels lui et ses élèves se livraient à des réflexions et à des débats philosophiques. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand meurt, ce qui déclenche une réaction anti-macédonienne chez les Athéniens et des accusations sont portées contre Aristote, l'ancien précepteur d'Alexandre. Pour des raisons de sécurité, le philosophe quitta la ville et s'installa à Chalcis sur l'île grecque de B. Aristote déclara qu'il avait quitté Athènes pour ne pas laisser la philosophie être lésée 2 fois, faisant clairement référence au sort de Socrate, un autre philosophe grec notable dont la pratique fut rejetée par certains de ses contemporains qui l'accusèrent, le condamnèrent et le tuèrent.
La découverte archéologique du lycée est récente, puisqu'elle date de 1996. Le site fut découvert accidentellement dans le centre d'Athènes, juste derrière le Parlement grec, lors de fouilles pour la construction d'un musée d'art moderne. Depuis 2009, le Lycéum est accessible au public. Il est ouvert tous les jours et les visiteurs doivent s'acquitter d'un droit d'entrée modique. Lorsque nous étudions ce grand philosophe grec, nous constatons une division dans ses écrits, faite dans l'Antiquité par certains érudits qui considéraient qu'Aristote produisait des textes destinés à être lus par le public, les écrits exotériques, et des textes techniques appelés écrits ésotériques, préparés par le philosophe pour être utilisés au sein du lycée. Malheureusement, la quasi-totalité du contenu de la première catégorie s'est perdue au fil du temps, bien qu'un grand nombre de ces vastes productions nous soient parvenues. Au Moyen-Âge, les philosophes se sont à nouveau concentrés sur l'aristotélisme, dans le cadre de ce que l'on appelle la philosophie islamique ou philosophie arabe. Averroès, philosophe et médecin musulman de renom, est l'une des figures de proue de la philosophie arabe qui influença tout le contexte de la philosophie médiévale. Il était un grand spécialiste de la philosophie d'Aristote. Ses annotations sur les œuvres du penseur grec contribuèrent à éveiller l'intérêt pour la pensée aristotélicienne au Moyen-Âge. On peut également citer Al-Ghazali et Avicenne, personnalités philosophiques arabes remarquables qui se sont également inspirées des études d'Aristote. Outre l'influence et la visibilité que la philosophie aristotélicienne eut à cette époque, ses œuvres survécurent après cette période historique, inspirant de grandes personnalités, dont deux hommes illustres, le Polonais Nicolas Copernic et l'Italien Galileo Galilei. Ce dernier était en désaccord avec la physique aristotélicienne et la remettait en question. Outre ces deux personnalités de renom, Darwin écrivit les mots suivants. Linné et Cuvier ont été mes deux dieux, bien que de manière très différente, mais ils n'étaient que des écoliers pour le vieil Aristote. Dans ses écrits, Aristote aborde de multiples domaines d'études, tels que la métaphysique, l'éthique, la politique, la logique, la zoologie, les mathématiques, l'art, etc. D'une manière générale, par ses documents et leur vaste champ thématique, le philosophe finit par contribuer à de nombreux domaines de connaissances au-delà de la philosophie. En 2016, lors du congrès mondial 2400 ans d'Aristote, un groupe d'archéologues grecs affirma avoir trouvé la tombe d'Aristote à Stagira, le lieu de naissance du penseur. Bien qu'il n'y ait pas de preuves définitives, les indices sont solides et l'équipe semble confiante dans sa découverte. Le site où les archéologues affirment avoir trouvé la tombe contient des descriptions similaires aux informations trouvées dans certains documents officiels qui mentionnent la mort et l'enterrement des cendres d'Aristote. Les éléments trouvés lors des fouilles constituent une preuve solide qu'il s'agit bien de la tombe du penseur, mais il n'est pas encore certain qu'il s'agisse de la dernière demeure de l'illustre philosophe. Aristote était l'un des penseurs les plus célèbres au monde et son héritage philosophique fascine et attire toujours l'attention de nombreuses personnes. Il reste une personnalité très respectée dont l'œuvre est d'une importance considérable pour l'histoire de la philosophie. Giordano Bruno, l'une des figures les plus brillantes de l'humanité, fut l'un des principaux acteurs de la Renaissance, une période de changements artistiques, culturels et idéologiques en Europe, au cours de laquelle d'autres grandes figures se distinguèrent, tels que Machiavel et Thomas More en philosophie, Léonard de Vinci en peinture, Dante Alighieri en littérature, parmi d'autres génies bien connus. Dans l'ensemble, les croyances religieuses et le système philosophique de Giordano Bruno étaient en contradiction avec ce qui était accepté en Europe à l'époque où il vivait. Cette situation entraîna de graves tensions avec l'Église et une fin de vie tragique, car son travail et sa pensée rompaient avec toutes les certitudes dominantes de son époque. Filippo Bruno naquit en 1548 à Nola, dans la province italienne de Naples. Son père s'appelait Giovanni Bruno et sa mère Fraulissa Savolina. À l'âge de 15 ans, le jeune Bruno entra au couvent de San Domenico à Naples, où il fut surnommé Giordano. Le jeune Italien passa une décennie au couvent et le quitta en 1575. En vivant sous un tel régime chrétien, Bruno rencontra des auteurs et des thèmes qui s'éloignaient des préceptes catholiques, comme Lulius et Copernic. Ce dernier présentait une nouvelle approche de la pensée qui cherchait à réconcilier la raison et la foi, tandis que Copernic était un défenseur de l'héliocentrisme, c'est-à-dire qu'il croyait que la Terre tournait autour du Soleil, contrairement à la notion dominante et acceptée à l'époque, qui disait que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre et qu'il était le centre de l'univers. En contact avec ces auteurs et avec de nombreuses autres idées, ainsi qu'avec son intérêt pour la Kabbale juive et l'œuvre de Nicolas de Cusa, tout en montrant qu'il avait une vision religieuse différente de celle du catholicisme, Bruno commença rapidement à être critiqué, examiné et réprimandé par les membres du couvent. En général, il fut toujours extrêmement critique à l'égard de tous les dogmes théologiques de son temps. Cette nature rebelle
qui se manifesta à cette époque, le suivit tout au long de sa vie. Giordano fut bientôt accusé d'hérésie en 1576 et dut s'enfuir à Rome alors qu'il n'avait que 28 ans. Giordano Bruno se rendit ensuite dans d'autres villes de son pays natal, notamment à Turin, Gênes et Noli. Au cours des 14 années suivantes, le célèbre penseur italien se déplaça dans différents pays européens, tels que la France, l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne. Au cours de cette période enrichissante, Giordano Bruno enseigna l'astronomie et le latin dans divers lieux du continent européen. Au cours de sa vie, Giordano Bruno n'eut pas seulement des problèmes avec le dogme catholique. En 1579, alors qu'il se trouvait dans la commune italienne de Gênes, il se rapprocha de l'église calviniste, mais fut bientôt excommunié parce qu'il n'était pas d'accord avec certains de ses préceptes. Plus tard, il sera également excommunié par l'église luthérienne, à laquelle il s'était converti lors d'un séjour en Allemagne. Il fut expulsé de l'église luthérienne au bout d'1 an environ. Tout comme pour le catholicisme, ses idées étaient fondamentalement différentes de ce que ces deux autres doctrines religieuses avaient à offrir. La philosophie de Giordano Bruno reposait sur l'idée que l'univers était infini et illimité. Le célèbre penseur italien croyait également qu'il existait de nombreuses autres planètes comme la Terre et qu'elle abritait également une vie intelligente, tout comme notre propre monde. Selon lui, Dieu était infini et sa création devait donc l'être aussi, puisque l'effet, c'est-à-dire la création, devait refléter la cause, c'est-à-dire Dieu. Giordano considérait que Dieu était présent en toutes choses. Il pensait que la matière était porteuse d'un principe divin, c'est-à-dire que tout avait une âme, que la nature était essentiellement divine et que Dieu était donc en tout. Le corps humain, les plantes, les minéraux, les pierres et les animaux portaient tous une âme. Bruno défendait également l'héliocentrisme et s'opposait fermement à la philosophie aristotélicienne, réfutant les vues du philosophe grec sur le cosmos et la nature. Giordano Bruno avait non seulement une perspective cosmologique différente de celle de la plupart de ses contemporains, mais il avait également acquis un niveau de connaissance remarquable en matière de magie, de religion et d'autres sujets connexes. C'est pourquoi il a été parfois qualifié d'occultiste. Sa fascination pour la magie était un thème constant dans ses écrits. Alors qu'il vivait à Francfort en Allemagne, il dicta à un disciple l'ouvrage intitulé « Traité de magie ». Ce livre aborde une série de sujets tels que les différentes significations du mot magie et leur utilisation au fil du temps, ainsi que des réflexions sur des sujets tels que les magiciens, la foi, l'imagination, les esprits et les démons. Bruno connaissait également l'hermétisme, une sagesse ancienne complexe et profonde qui est encore aujourd'hui l'un des sujets les plus importants dans les études magiques. Ce que l'on appelle l'art de la mémoire est certainement l'un des aspects les plus intéressants de la vie du penseur italien. D'après ce que nous savons, l'une des raisons pour lesquelles Bruno devint si célèbre était sa mémoire extraordinaire. On dit qu'il pouvait mémoriser de courts passages, des pages ou même des livres entiers. L'art de la mémoire est également connu sous le nom de mnémotechnique, un sujet abordé dans certaines œuvres littéraires de Giordano Bruno qui connaissait les techniques précises pour mémoriser tant de choses. Pour ce faire, il utilisait essentiellement une série d'illustrations symboliques ayant des significations spécifiques et faisait appel à l'imagination comme outil puissant et efficace pour graver dans l'esprit ce qu'il voulait assimiler. Historiquement, ce type de technique et de pratique de mémorisation a toutefois commencé avec Bruno, mais existait déjà et était utilisé avant lui. Mais il se distingua par sa connaissance du sujet et son incroyable talent de mémorisation. Bruno alla jusqu'à enseigner l'art de la mémoire à plusieurs personnes, dont le roi Henri III. L'un de ses ouvrages sur l'art de la mémoire, intitulé De Umbris Idearum, fut d'ailleurs dédié à Henri. Au cours de ses pérégrinations, en 1590, le penseur partit s'installer à Francfort, en Allemagne. Durant son séjour, il fut contacté par un noble de Venise, Giovanni Mocenigo, qui souhaitait connaître l'expertise de Giordano Bruno dans l'art de la mémoire. Le philosophe accepta de partir avec Mocenigo qui lui offrirait abri et protection en échange de son savoir. Le 22 mai 1592, Mocenigo enferma le philosophe dans une pièce de sa maison et fit venir le Saint-Office auquel il livra rapidement Giordano Bruno et certains de ses écrits qui n'avaient pas encore été publiés. L'Église s'était déjà empressée de l'arrêter pour ses œuvres subversives. Mocenigo trahit Bruno et à partir de ce moment, la vie du penseur de Nola devint tragique. Le procès de Giordano Bruno débuta le 3 juillet 1592 à Venise. L'année suivante, le procès se poursuivit à Rome. Le philosophe fut gardé en captivité pendant les longues années de son procès, jusqu'à ce que finalement, le 20 janvier 1600, sur ordre du pape Clément VIII, la congrégation décida que les livres de Giordano Bruno devaient être ajoutés à l'index des livres interdits
et le penseur italien fut condamné à la peine de mort. L'histoire raconte que, lorsqu'il apprit le sort qui lui était réservé, il dévisagea les juges et déclara hardiment que, lorsqu'ils prononcèrent la sentence, ils étaient plus effrayés que lui lorsqu'il l'entendit. Pendant son emprisonnement et son procès, Bruno fit preuve d'une grande force d'âme et défendit fermement ses convictions. Le philosophe italien fut emmené au Campo dei Fiori le 17 février 1600. Il fut suspendu nu à un pied, un objet en bois lui fut enfoncé dans la bouche pour l'empêcher de parler de manière trop provocante et il fut brûlé vif. Cet acte de cruauté ultime, qui le priva de la parole, fit de Giordano Bruno le symbole de ceux qui défendent la libre pensée et la liberté d'expression. Il influença les grandes personnalités qui le suivirent, telles que Galileo Galilei et le philosophe Leibniz. Aujourd'hui encore, ses œuvres font l'objet d'études, de lectures et de recherches constantes. La vie de Giordano Bruno fut adaptée au cinéma en 1973. Son œuvre considérable comprend des livres importants tels que Cause, Principe et Unité, sur l'infini, l'univers et les mondes, et les frénésies héroïques. Ses œuvres montrent à quel point ses idées étaient à la pointe de l'époque à laquelle il vivait. Giordano Bruno fut l'un des philosophes les plus hétérodoxes de l'histoire de la pensée occidentale et certainement l'un des plus audacieux et des plus courageux. François-Marie Arouet n'est pas un nom très connu, mais son nom de plume Voltaire est devenu légendaire. Sous ce pseudonyme, il s'est imposé comme un écrivain irréprochable, un philosophe hors pair et l'une des figures de proue des Lumières, aux côtés de Rousseau et Montesquieu. Voltaire était un personnage sardonique et controversé, doté d'un esprit profondément réfléchi et brillamment audacieux. Sa production littéraire était créative, variée, stimulante et hautement provocante, ce qui lui valut d'être exilé, emprisonné et de voir certains de ses manuscrits brûlés. Le célèbre et talentueux écrivain Victor Hugo écrivit un jour à son sujet. Parler de Voltaire, c'est caractériser tout le XVIIIe siècle. François-Marie Arouet, ou Voltaire, est né le 21 novembre 1694 à Paris. Il naquit dans un état de santé si précaire qu'une infirmière de l'hôpital ne lui donna qu'1 jour à vivre. Heureusement, elle se trompait. Arouet et son frère aîné Armand appartenaient à une famille bourgeoise. Leur mère, Marie-Marguerite Domard, décéda alors que Voltaire était encore enfant. Leur père se nommait François Arouet. Voltaire étudia d'abord chez lui avec l'abbé de Châteauneuf, puis au collège Louis-le-Grand avec des jésuites. Il dira plus tard qu'à cette époque de sa vie, il n'avait appris que le latin et quelques bêtises. Malgré cette affirmation, il fut un élève exceptionnel, remarquable par son esprit brillant et spirituel. Il choisit la littérature pour faire carrière. Dans sa jeunesse, Voltaire, tout en travaillant dur dans ses études, aimait aussi sortir et s'amuser tard dans la nuit. Inquiet du comportement de son fils, son père le transféra à 2 reprises loin de Paris, d'abord à Caen, puis à La Haye. Même dans ces nouveaux lieux, Voltaire continua ses escapades nocturnes et ses activités romantiques, et en 1751, il fut renvoyé à Paris. À son retour, Voltaire fut emprisonné à plusieurs reprises pour avoir nargué les autorités et fut finalement condamné à un exil temporaire pour avoir ridiculisé le régent. Sa défiance était due à ses critiques franches du gouvernement, souvent sous la forme de vers satiriques. Après avoir écrit des vers acerbes et critiques à l'encontre de Louis XIV en 1717, Voltaire fut emprisonné pendant 11 mois à la Bastille. C'est à ce moment-là qu'il abandonna son nom de naissance et commença à utiliser le pseudonyme Voltaire. Après son incarcération, Oedipe, une tragédie qu'il avait écrite, fut reprise à Paris et connut un succès retentissant. Voltaire toucha une somme importante pour cette représentation qui l'aida à faire le point sur sa vie. Plus tard, après le succès d'Oedipe et une période de liberté, Voltaire, à l'âge de 32 ans, retourna à la Bastille à la suite d'une dispute avec le noble Rohan Chanot. Il y passera quelques semaines avant d'être exilé en Angleterre, où il restera 30 mois. L'Angleterre fut une période cruciale dans la vie de l'écrivain français. Il y apprend rapidement la langue anglaise, étudie la culture locale et se familiarise avec les classiques littéraires, philosophiques et scientifiques du pays. Il est particulièrement attiré par les œuvres du philosophe John Locke et du physicien Isaac Newton, parmi les nombreux auteurs qu'il rencontre. Voltaire était fasciné et enthousiasmé par l'Angleterre, qu'il considérait comme un pays plus libre et plus prospère que la France. C'est à cette époque qu'il rédigera l'essai Lettres anglaises, l'une de ses œuvres les plus remarquées. Il y vante la glorieuse liberté d'esprit et l'indépendance intellectuelle qui règne dans le pays. Il ne se contenta pas de louer ces aspects positifs de l'Angleterre, il les opposa également à ceux de la France en mentionnant certains retards et échecs dans son pays natal.
Malgré son engouement pour l'Angleterre, l'écrivain retourna à Paris en 1729 et, sans son autorisation, les lettres anglaises furent publiées dans son pays d'origine. Le Parlement de Paris se déchaîna contre l'ouvrage et ordonna que des exemplaires du livre soient brûlés publiquement dans la cour du Parlement. Conscient de la controverse qu'il venait de provoquer, Voltaire, avant d'être jeté à la Bastille, quitta Paris pour Cirey, où il séjourna au château de la marquise de Châtelet, une érudite avec laquelle il noua une liaison amoureuse. Son séjour à Cirey fut fructueux. Il y écrivit des ouvrages importants tels que La mort de César, Les événements de la philosophie de Newton, La métaphysique de Newton et d'autres encore. Voltaire disposait même d'un laboratoire dans le château pour mener des recherches et des études scientifiques. L'idylle entre Voltaire et la marquise dura une quinzaine d'années. En 1745, le couple émigra à Paris et après quelques années passées dans cette ville, la marquise tomba amoureuse du marquis de Saint-Lambert et la relation entre Voltaire et elle prit définitivement fin. Malgré la rupture, son séjour à Paris fut positif, car le 15 avril 1746, le roi nomma Voltaire historiographe de la France. Peu après la fin de leur relation, deux ouvrages importants de Voltaire furent publiés, Microméga et Zadig, ce dernier étant l'un de ses livres les plus importants. Bien que court, il contient une profondeur philosophique considérable. L'intrigue met en scène la planète Terre visitée par un être gigantesque venu de Sirius. De nombreuses réflexions philosophiques se déroulent au cours du long voyage de l'extraterrestre. Il s'agit d'une lecture légère qui réfléchit à plusieurs aspects de notre réalité. Zadig est devenu l'une des œuvres les plus célèbres de Voltaire. Zadig est le personnage clé de l'histoire et tout le récit tourne autour de lui. Le protagoniste est un sage penseur babylonien qui vit de nombreuses aventures suscitées par le dynamisme de son destin. Outre ces deux livres, Voltaire continua à écrire et publia de nombreux autres ouvrages dont les critiques mordantes se teintaient souvent d'humour et d'ironie. Il attaquait l'absolutisme, l'Église, la superstition et la noblesse. Il luttait également contre la superstition, le fanatisme et l'intolérance, valorisant la liberté et exaltant le pouvoir de la raison. Par ses écrits, Voltaire souhaitait persuader les gens de penser par eux-mêmes et de s'affranchir des contraintes et des traditions qui leur étaient imposées. Plus il écrivait, plus Voltaire devenait populaire auprès de ses compatriotes. Il gagna peu à peu en notoriété et reçut de nombreuses lettres de ses lecteurs. Frédéric II de Prusse fut l'un de ceux qui se prirent d'affection pour le philosophe. En 1736, ce grand amateur de Voltaire invita le génie français à sa cour à Potsdam, dans l'est de l'Allemagne. Mais l'écrivain déclina l'invitation. À la mort de la marquise, pour laquelle il éprouvait une profonde affection et admiration, Voltaire, accablé de chagrin, accepta une nouvelle invitation de Frédéric II et partit pour Potsdam. Après y avoir passé 3 ans, il se retrouva mêlé à des désaccords qui lui valurent d'être à nouveau arrêté, cette fois à Francfort. Libéré après un certain temps d'emprisonnement, il voulut retourner à Paris, mais fut choqué d'apprendre qu'il avait été exilé de son pays. Voltaire se retrouva quelque peu désemparé, se demandant quelles options s'offraient à lui et où il pourrait aller. Il finit par acheter une propriété appelée Les Délices et s'y installa pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il déménage, en 1758, à Ferney, à la frontière entre la Suisse et la France. En 1755, la capitale portugaise Lisbonne subit un tremblement de terre dévastateur qui fit de nombreuses victimes. Cette catastrophe attira l'attention de Voltaire, notamment lorsqu'il apprit que le clergé français prétendait que le tremblement de terre avait pour but de faire payer aux gens leurs péchés. Il publia un poème à ce sujet et Rousseau, un autre grand penseur français, lui-même l'une des figures de proue du siècle des Lumières, y répondit en plaidant en faveur de l'interprétation ecclésiastique. Ces événements inspirèrent ensuite Voltaire qui écrivit en 3 jours seulement ce qui est peut-être son livre le plus célèbre, Candide. Il raconte la vie de Candide qui, après avoir commis l'erreur d'embrasser sa cousine, dérive de lieu en lieu, subissant l'inconstance de son existence et rencontrant et fréquentant de nombreuses personnes différentes. Naturellement, l'histoire a une toile de fond philosophique profonde. Elle fut traduite en plusieurs langues et servit d'inspiration à d'innombrables auteurs qui suivirent Voltaire. Sa vaste et importante production littéraire comprend le dictionnaire philosophique, considéré comme le premier livre de poche de l'histoire. La publication de cette édition portable n'était pas seulement innovante, mais elle connut également un succès phénoménal, car les gens pouvaient facilement l'emporter avec eux. De cette manière, la connaissance et la lecture pouvaient être acquises de manière accessible et directe. Comme pour les lettres anglaises, il arriva qu'un exemplaire du dictionnaire soit brûlé.
Il écrivit plusieurs autres ouvrages importants, tels que La princesse de Babylone, Traité sur la tolérance, L'homme aux 40 couronnes et bien d'autres encore. Voltaire tomba malade à l'âge de 80 ans. À 83 ans, il décida de se rendre dans la capitale française pour assister à la première de sa tragédie Irène, bien que son médecin l'ait averti que ce voyage pourrait nuire à sa santé. Le philosophe refusa catégoriquement et se rendit à Paris, où il fut accueilli en héros. À son arrivée, il reçut plus de 300 personnes dans ses appartements, dont le brillant Benjamin Franklin, qui amena son fils pour qu'il soit honoré par le génial écrivain et penseur français. Voltaire aurait posé ses mains sur la tête de l'enfant et lui aurait dit de se consacrer à Dieu et à la liberté. Le 28 février 1778, affaibli et proche de sa fin, il écrivit « Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis et en détestant la superstition. » Voltaire décéda le 30 mai 1778. Le philosophe se vit refuser un enterrement ecclésiastique et son corps fut transporté par des amis à Célières où il fut inhumé. En 1791, l'Assemblée nationale contraint Louis XVI à demander que les restes de Voltaire soient envoyés au Panthéon. La dépouille du génie français fut escortée à travers la capitale française, suivie par une foule de gens. Son corbillard portait l'inscription suivante « Il a donné à l'esprit humain une grande impulsion, il nous a préparés à la liberté ». Voltaire était l'un des hommes les plus brillants qui ait jamais vécu et ses écrits sont toujours d'actualité. Son œuvre littéraire intemporelle est vaste, totalisant plus de 70 ouvrages, tous écrits dans une grande variété de formes littéraires, telles que des essais philosophiques, des pièces de théâtre, des romans, de la poésie et des lettres. Voltaire encourageait ses contemporains à réfléchir de manière plus critique aux différents aspects de leur vie quotidienne grâce à sa perspicacité et à ses écrits convaincants, et son héritage littéraire se perpétue, incitant les lecteurs à réfléchir à l'existence de manière plus approfondie. Martin Luther était un moine catholique allemand. Il fut la figure de proue de la réforme protestante qui donna naissance au protestantisme au XVIe siècle. Avant lui, certaines pratiques de l'Église avaient déjà été critiquées par plusieurs penseurs. Mais c'est Luther qui déclencha le mouvement de la Réforme qui, au fil du temps, donna naissance à d'autres religions telles que les presbytériens et les méthodistes. L'année probable de la naissance de Martin Luther est 1483, le 10 novembre, à Esselben, en Allemagne. Son père était le mineur Hans et sa mère Margaret, qui s'occupaient des tâches ménagères. Bien qu'il s'agisse de gens simples, ils étaient exigeants en ce qui concerne l'éducation de leur fils et voulaient lui assurer un bon avenir. Luther commença ses études à Mansfeld. À 14 ans, ses parents l'envoient étudier à Magdebourg. Dans cette nouvelle ville, il connut une grande solitude, car il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Il décida donc de poursuivre ses études à Eisenach. La jeunesse de Luther fut solitaire et sans grande raison de se réjouir. En 1501, Hans envoya son fils à l'université d'Erfurt où il étudia l'art, la philosophie et apprit à jouer du luth. Luther obtint une licence en 1502 et une maîtrise en 1505. Il poursuit ensuite ses études dans une faculté de droit. Après une période de graves problèmes de santé et d'autres difficultés, un événement changea complètement le cours de ses projets. Un jour d'orage, un éclair manqua de peu Luther. Choqué, mais en même temps soulagé d'en être sorti indemne, il décida de devenir moine, abandonnant l'idée d'étudier le droit. En 1505, à l'âge de 22 ans, il intégra le couvent des Augustins. Luther était un jeune homme sensible, mélancolique et craignant Dieu. Il se livrait souvent à des jeûnes et à des pénitences terribles, des actes qui détruisaient presque sa santé. Plein de doutes et de craintes, il se battait pour croire au salut de son âme. Il fit alors la connaissance de Johann von Staupitz, le vicaire général des Augustins, qui, voyant le jeune Luther angoissé, décida de le soutenir. Avec l'aide de Staupitz, le moine augustin fut ordonné, commença à enseigner à l'université de Wittenberg et devint bachelier en théologie. En 1510, pour résoudre des problèmes liés à l'ordre des Augustins, Martin Luther fut envoyé à Rome. Il pensait y trouver une atmosphère de pure et véritable dévotion religieuse. Mais la déception fut grande, car il en fut tout autrement. Luther remarqua rapidement la moralité douteuse de l'Église. Le clergé était corrompu et ne servait que ses propres intérêts, commettant des abus au nom de Dieu. Il fut scandalisé par le système des indulgences qui accordait le pardon de Dieu en échange d'un paiement à l'Église. Pour lui, ce système était absurde. Martin Luther pensait que le pardon ne pouvait pas être échangé contre de l'argent. Il pensait que seule une foi authentique permettait à l'homme d'obtenir le pardon divin en confessant ses péchés et en se repentant sincèrement.
Il commença à ressentir le besoin d'aider les gens à changer leur vision de la religion. Luther voyait que les fidèles étaient perdus, guidés sans réflexion, et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour leur montrer le chemin. Il n'avait pas l'intention de créer une nouvelle religion, mais seulement de réformer l'Église, dont il n'approuvait pas certaines pratiques. En 1516 et 1517, il prêcha 3 sermons contre les indulgences. Le 31 octobre 1517, Martin Luther afficha ses célèbres 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Ces thèses visaient à promouvoir un débat académique sur les idées de Luther concernant la vente abusive d'indulgences et les enseignements de l'église. Les 95 thèses furent le point de départ de la réforme protestante. Elles furent copiées et reproduites, se répandant rapidement dans toute l'Allemagne. Elles furent ensuite traduites et diffusées sur le reste du continent européen. Cela fut rendu possible grâce à l'invention particulièrement importante de Gutenberg, la presse à imprimer. De nombreux étudiants intéressés par ces idées novatrices se rendirent à Wittenberg pour écouter Luther. Ces idées commencèrent à provoquer des conflits entre les représentants de l'Église catholique. Le moine Augustin défendit toujours sa critique, bien qu'il fût considéré comme hérétique et même menacé d'excommunication par le pape Léon X. La bulle contenant cette menace fut brûlée en public par Luther, qui fut rapidement excommunié par le pape. Considérant son excommunication comme injuste, puisqu'il n'avait pas eu droit à un procès, la Diète de Worms fut convoquée. La Diète de Worms était une assemblée qui s'est tenue en 1521 dans la ville de Worms. Elle comprenait des représentants de la noblesse et du clergé allemand à la suite d'une convocation de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles V. L'assemblée était un organe délibérant officiel dont les décisions étaient valables dans tout l'empire. L'intention de la Diète était d'amener Luther à s'excuser pour ses œuvres qui avaient été soigneusement réfutées. Luther demanda un temps de réflexion. Après avoir beaucoup prié, le peuple se réunit autour de lui et à la fin, il réaffirma hardiment toutes ses idées. Pendant que l'on décidait de son sort, on lui donna l'assurance qu'il pourrait, au moins à court terme, rentrer chez lui en toute sécurité. À la fin de la Diète de 1521, l'édit de Worms fut annoncé, qui considérait tous ceux qui soutenaient les idées de Luther comme des criminels, ordonnant leur arrestation et leur punition en tant qu'hérétiques. À son retour à Wittenberg, le prince Frédéric le Sage, protecteur de Luther, fut informé que l'issue de la Diète n'était pas favorable. Il organisa donc un faux enlèvement de Luther qui fut emmené au château de la Wartburg où il resta environ 1 an. C'est là qu'il se laissa pousser la barbe et les cheveux et qu'il traduisit la Bible en allemand. Il échangera également des lettres avec des alliés pour discuter des questions les plus importantes de la foi. Pendant sa réclusion, beaucoup de gens crurent qu'il était mort. Lorsque Luther quitta l'exil, il ne fut pas persécuté car d'autres problèmes préoccupaient l'empereur. En 1523, 12 religieuses échappèrent à la captivité du couvent de Nimschen avec l'aide de Martin Luther. Il tomba amoureux de l'une d'entre elles, Katharina von Bora, une femme au caractère bien trempé issue d'une famille noble. 2 ans plus tard, ils se marièrent et eurent 6 enfants. Le mariage de Luther incita d'autres prêtres et religieuses à se marier à leur tour. Ils commencèrent également à suivre d'autres idées luthériennes en retirant les images des églises et en s'opposant aux vœux monastiques. La rupture avec l'église romaine se fit peu à peu. Entre 1524 et 1525 eut lieu la guerre des paysans menée par l'un des disciples de Luther, Thomas Müntzer. Ce mouvement proposait, entre autres, la fin de la propriété privée et l'égalité entre riches et pauvres. Mais Luther contredit Müntzer car il croyait que la différence entre les classes sociales trouvait son origine dans la volonté de Dieu. De nombreux partisans de la révolte trouvèrent la mort, y compris le chef des rebelles, Müntzer. Peu à peu, la réforme prit place non seulement en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays européens. Aux Pays-Bas, le théologien néerlandais Erasme de Rotterdam fut une figure importante. Il adhéra d'abord aux idées de Luther, mais les 2 hommes finirent par être en désaccord sur certains points. En France, le chef de file était Johannes Calvin et en Suisse, Ulrich Zwingli. L'Angleterre connut également une rupture avec l'Église de Rome à l'initiative du roi Henri. Sa demande de divorce fut rejetée par le pape, ce qui ouvrit la porte à l'anglicanisme. Martin Luther mourut le 18 février 1546 à Esselben. La cause exacte est inconnue, mais il est probable qu'il s'agisse d'une mort naturelle. Il fut enterré dans l'église de Wittenberg. Le protestantisme prôné par Luther proposait le salut par la foi seule, considérait les Écritures comme la seule source de vérité et s'opposait au revenu et à la suprématie du pape. Il fut l'un des plus importants réformateurs et symbolisa un mouvement de remise en question et de transformation religieuse. Son importante contribution à la traduction et à la diffusion des textes bibliques constitua un héritage important pour l'histoire. Léonard de Vinci est l'un des plus grands génies de l'humanité. Doté d'une intelligence inégalée,
Il s'est fait connaître dans le monde entier pour ses célèbres tableaux La Joconde et La Seine. Mais il a également excellé dans d'autres domaines de la connaissance tels que l'ingénierie, la botanique, l'anatomie, les mathématiques, la littérature et la géologie, entre autres. Considéré comme un homme très en avance sur son temps, Léonard de Vinci a conçu des projets impressionnants qui prévoyaient des machines volantes, des systèmes d'égout, des chars de combat, des parachutes, des robes de plongée, parmi beaucoup d'autres. La date probable de sa naissance est le 15 avril 1452 en Italie, dans une ville proche de Florence appelée Villa dei Vinci, d'où son nom de famille. Fils de Piero da Vinci et de la jeune paysanne Caterina Lippi, il eut la chance que ses parents ne soient pas mariés. S'il l'avait été, il aurait probablement suivi les traces de son père par souci de tradition en exerçant le métier de notaire. Nous savons peu de choses de son enfance. Il ne reçut aucune éducation formelle, se contentant de fréquenter une école de boulier où on lui enseignait des compétences mathématiques utiles dans le domaine commercial. Son père décèle rapidement le talent de Léonard et l'envoie en apprentissage chez le célèbre peintre Andrea del Verrocchio, qui vivait à Florence. Dans l'atelier de ce maître, le jeune Léonard ne cessera de perfectionner technique et études. Il avait alors 14 ans et était considéré comme un très beau garçon. On dit qu'il fut le modèle de Verrocchio pour sculpter une impressionnante statue en bronze de David. En 1472, Léonard intégra la Guilde des peintres de Florence en tant que maître, mais poursuivit sa carrière dans l'atelier de Verrocchio, probablement en tant qu'assistant. Alors qu'il n'est encore qu'un disciple, Léonard collabora avec le maître à la réalisation du tableau Le Baptême du Christ. Son talent était si remarquable que Verrocchio, dit-on, se voyant dépassé par son apprenti, décida d'arrêter de peindre. À la fin des années 1470, Léonard commença à peindre l'Adoration des Mages, commandée par les moines de l'église San Donato in Scopeto, à Florence, mais ne termina pas l'œuvre. C'était souvent le cas, car l'esprit agité de Léonard était constamment à la recherche d'une nouvelle technique ou d'une nouvelle découverte. Dès qu'il atteignait son but ou satisfait de sa curiosité, il se désintéressait de l'œuvre. C'est pourquoi les Florentins hésitaient à commander une œuvre à l'artiste, craignant qu'elle ne soit pas achevée. En 1482, Léonard de Vinci partit pour Milan, le centre culturel de l'époque. Il fut envoyé par Laurent le Magnifique, membre de la famille des Médicis et gouverneur de Florence. Léonard fut rejoint par Andrea Salai, son jeune apprenti dont il fit d'innombrables dessins tout au long de sa vie. À Milan, il travailla pour Ludovic Sforza, le duc de la ville. Il travailla d'abord comme producteur de spectacles. C'est là qu'il réalisa La Seine, l'une de ses œuvres les plus connues et les plus admirées. Au fil du temps, Léonard devint un artiste de renom, même s'il était connu pour ses retards dans l'achèvement de ses œuvres, voire pour ne jamais les terminer. Il en fut de même à Milan, bien que l'œuvre restât inachevée en raison du destin et non de la faute de Léonard. Ludovic Sforza commanda à l'artiste un gigantesque monument en bronze représentant un cheval d'une hauteur d'environ 8 mètres. Léonard, passionné d'anatomie et pour répondre à la demande de Ludovic, fit des recherches approfondies sur l'anatomie des chevaux allant jusqu'à les disséquer. Les résultats de ses études sont consignés dans son carnet. Mais comme cela s'est déjà produit à d'autres occasions, il finit par se concentrer sur d'autres projets. En 1493, il exposa une version en argile du grand monument équestre qui lui valut de nombreux éloges. Alors que Léonard planifiait une méthode efficace pour couler le bronze à partir du moule, un événement soudain se produisit. Milan fut prise par les Français et le bronze qui avait été conservé pour la sculpture du cheval fut utilisé pour fabriquer des canons. Malheureusement, il était impossible d'arrêter les troupes françaises qui prirent Milan en 1499. Léonard, toujours avec Salai, partit pour Venise et revint à Florence en 1500. En 1503, il réalisa Mona Lisa, son œuvre la plus populaire, également connue sous le nom de la Gioconda. En 1506, il retourna à Milan avec Salai. Le garçon Francesco Melzi fut pris comme élève par Léonard en raison de la grande amitié qu'il entretenait avec le père du garçon. Léonard resta à Milan jusqu'en 1513 et se rendit ensuite à Rome. Désormais très connu, son nom parvint au monarque français François Ier qui l'invita à s'installer dans le pays. En 1516, Léonard de Vinci élit domicile près d'Amboise et reçoit le titre de peintre, architecte et mécanicien royal. En 1519, affaibli par la maladie et avec une main paralysée à cause de problèmes de santé, il écrira son testament. Parmi ses héritiers figuraient Melzi et Salai, qui avaient droit aux manuscrits et aux œuvres artistiques et scientifiques de l'artiste. Léonard mourut le 2 mai 1519, il était âgé de 67 ans. Il fut enterré dans l'église du château d'Amboise qui subit des démolitions au début du 19e siècle.
Bien des années plus tard, les restes éventuels de Léonard de Vinci furent retrouvés sur le site et transportés à la chapelle Saint-Hubert à l'extérieur du château d'Amboise. Léonard de Vinci était doté d'une énorme beauté physique. Fort, musclé, avec des cheveux blonds et bouclés. Il était élégant et charismatique. C'était un homme bon et généreux, qui comptait de nombreux amis. Parce qu'il aimait les animaux et la nature, il était végétarien. Deux autres caractéristiques brillantes le distinguaient des autres. Il était extrêmement observateur et curieux. Pour lui, il fallait observer pas à pas tout ce qui l'entourait sans en oublier un seul détail. Ces caractéristiques lui permirent de devenir un artiste hors pair, capable de capturer parfaitement un moment précis et de le transposer sur la toile à l'aide de coups de pinceau talentueux. Il était attiré par les hommes et les considérait avec aisance et sérénité. L'homosexualité de Léonard de Vinci fait l'objet d'une controverse. Selon les archives historiques, Léonard de Vinci fut accusé en 1476 d'avoir eu des relations sexuelles avec le jeune et beau Jacopo Saltarelli, un prostitué qui n'avait que 17 ans. Mais les preuves n'étant pas suffisantes, il fut finalement acquitté de cette accusation qui, à l'époque, aurait pu être passible de la peine de mort. Une nouvelle accusation surgit bientôt, mais elle échoua elle aussi, faute de preuves. Bien que nous ne soyons pas certains de sa sexualité, cela se traduisit par une grande sensibilité dans la représentation des figures féminines dont il captura l'âme. Il ne se souciait pas d'attirer l'attention. Lorsqu'il avait une cinquantaine d'années et qu'il vivait à Florence, il dépensait des sommes considérables en vêtements et en livres. Il s'habillait de manière inhabituelle et excentrique, souvent avec une robe rose qui lui arrivait aux genoux. En ce qui concerne les livres, très nombreux à l'époque, il possédait des ouvrages d'anatomie, de médecine, de mathématiques et des éditions des fables d'Ésope. En effet, Léonard écrivait des fables. Ses œuvres reprenaient tout ce qu'il avait observé et appris. Grand anatomiste, il disséquait même des cadavres, représentant le corps humain de manière parfaite et harmonieuse. Léonard notait tout ce qu'il observait et imaginait. Il était toujours prêt pour un nouveau brouillon et, en tout, il reste environ 7000 pages d'écrits et d'esquisses. Il ne datait pas ses carnets et prenait plusieurs notes sur une même page. Il lui arrivait même de revenir en arrière et d'utiliser des pages écrites depuis longtemps. Tout espace vierge était utile pour un nouveau carnet. Grâce à ces notes, nous en savons plus sur son génie. Léonard utilisait une écriture dite en miroir, c'est-à-dire de droite à gauche. C'est probablement parce qu'il était gaucher et qu'il évitait les bavures. À la mort de Melzi, qui avait hérité de certains de ses carnets, ces documents furent peu à peu perdus, dispersés dans des endroits différents. Plus tard, le sculpteur Pompeo Leoni rassembla ce qu'il pouvait et divisa les carnets de Léonard par thème, ingénierie, anatomie, etc. Au fil des ans, ils passèrent de main en main jusqu'à ce que Bill Gates se les achète. Léonard de Vinci se fit connaître dans le monde entier grâce à ses peintures. Jetons un coup d'œil à quelques-unes d'entre elles. La scène fut réalisée entre 1495 et 1498. L'œuvre mesure environ 4,5 mètres de haut et environ 9 mètres de large. Il s'agit d'une fresque commandée par Ludovic Sforza pour décorer le réfectoire du couvent de Santa Maria delle Grazie à Milan. La scène nous montre le moment exact où Jésus, réuni avec ses disciples pour un dernier repas, annonce qu'il sera trahi par l'un d'entre eux. Si le visage du Christ reste serein, les gestes et les mouvements révèlent l'indignation et l'intense agitation des disciples, répartis en groupes de 3. Malheureusement, cette œuvre magnifique subit une détérioration rapide due à la technique choisie par Léonard. Au fil des ans, elle subit plusieurs restaurations pour éviter qu'elle ne disparaisse. En 1652, les moines locaux ouvrirent une porte située sous la fresque et, traversant le mur, coupèrent la partie inférieure de la table montrant les pieds de Jésus, détruisant ainsi une partie de l'œuvre. La scène témoigne du talent artistique et de la sensibilité de Léonard. Parlons maintenant de la Joconde ou la Gioconda, un tableau commencé en 1503. Contrairement à la grandeur de la scène, Mona Lisa est une œuvre de petite taille mesurant 77 par 53 cm. Bien que beaucoup croient au mystère entourant la figure représentée, certains prétendent que l'image pourrait même représenter Léonard de Vinci. La femme de cette peinture était probablement Lisa del Giocondo. Lisa était la jeune épouse de Francesco del Giocondo, un marchand de soie de Florence. Francesco commanda un portrait de sa femme alors qu'elle avait environ 24 ans. L'œuvre, également connue sous le nom de la Gioconda, présente le sourire et les yeux de la jeune fille. Le sourire, bien que discret, semble exprimer le bonheur et la satisfaction. On dit que lorsque Léonard réalisa ce portrait, il était entouré de personnes qui faisaient des blagues, ce qui fit sourire Lisa. Un autre point intéressant est celui des yeux. Même si le spectateur se déplace latéralement, il a la nette impression que les yeux perçants de Mona Lisa le suivent.
Bien que le tableau fût commencé en 1503, Léonard de Vinci l'emporta avec lui lorsqu'il déménagea à Milan. Il continua à ajouter des coups de pinceau jusqu'en 1517. Le tableau resta chez Da Vinci pendant de nombreuses années et passa entre les mains de plusieurs propriétaires avant d'entrer dans les collections du musée du Louvre. Un événement curieux se produisit en 1911, lorsque l'œuvre disparut et que le vol ne fut constaté que 24 heures plus tard. Malgré les investigations, la police ne réussit pas à résoudre le problème et le tableau resta introuvable jusqu'en 1913, date à laquelle il fut retrouvé à Florence, chez Vincenzo Perugia, le coupable et ancien employé du musée du Louvre. La Joconde est toujours exposée au Louvre aujourd'hui et constitue l'œuvre la plus visitée du musée, attirant des millions de personnes chaque année. L'homme de Vitruve fut réalisé en 1490. Il ne s'agit pas nécessairement d'une peinture de Léonard, mais de l'un de ses dessins les plus connus, où l'on voit un homme nu aux proportions parfaitement harmonieuses. Ses jambes et ses bras sont répartis à l'intérieur d'un cercle et d'un carré. Léonard de Vinci s'est inspiré de l'œuvre de Marcus Vitruvius Polonius, un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui voulait montrer les proportions parfaites du corps humain. Ce dessin, où se mêlent l'art et la science, s'inscrit tout à fait dans la Renaissance, puisqu'il place l'homme au premier plan dans le monde. L'homme de Vitruve se trouve actuellement à la Galleria dell'Accademia de Venise, en Italie. La liste des travaux et des inventions de Léonard de Vinci est impressionnante. Il est l'auteur de certaines des peintures les plus célèbres de tous les temps. Scientifique, spécialiste de la nature et de l'anatomie et grand inventeur, avec des projets d'instruments et de machines volantes, Léonard de Vinci était un homme curieux, doté d'un talent unique. Ses idées étaient visionnaires et ce n'est pas un hasard si certains le considèrent comme le plus grand génie de tous les temps. William Shakespeare est considéré comme l'un des plus célèbres représentants de la langue anglaise de tous les temps. Il est connu dans le monde entier pour les nombreuses pièces qu'il a écrites, notamment Roméo et Juliette, Macbeth, Le Roi Lear, Henri V et Othello. En plus d'être un brillant dramaturge, Shakespeare était également acteur et poète. Il naquit en avril 1564. La date exacte de sa naissance est incertaine, mais elle se situe probablement le 23, dans la ville de Stratford-upon-Avon. William était le fils du marchand John Shakespeare et de Mary Arden. Fils aîné du couple, il étudia à la Stratford Grammar School où il apprit le latin et la rhétorique. Selon certaines sources, il ne termina pas ses études parce que son père traversait une crise économique et que le garçon abandonna ses études pour l'aider. À l'âge de 18 ans, il épousa la villageoise Anne Hathaway, de 8 ans son aînée et déjà enceinte du premier enfant du couple. 6 mois après leur union, leur premier enfant, Susanna, vit le jour. En 1585, les jumeaux Hamnet et Judith vinrent au monde. Malheureusement, Hamnet ne parvint pas à l'âge adulte et mourut en 1596. Shakespeare perdit son père en 1601 et sa mère en 1608. Il adorait ses filles, pour lesquelles il essayait d'arranger un bon mariage. Susanna se maria en 1607 et Judith en 1616. Bien qu'ils soient restés mariés, Anne Hathaway continua à vivre à Stratford. Shakespeare passa des années à Londres, rendant visite à sa famille chaque fois que cela était possible. De la naissance des jumeaux jusqu'aux environs de 1692, nous ne savons presque rien de la vie du grand auteur anglais. De nombreuses hypothèses ont vu le jour, dont celle selon laquelle Shakespeare se serait réfugié à Londres parce qu'il avait chassé sur la propriété de quelqu'un d'autre. Cela lui valut d'être poursuivi par la justice et il dut quitter Stratford. Mais il est clair qu'en 1592, il se trouva dans la capitale anglaise, où ses pièces étaient déjà jouées. À l'époque, le monarque était Élisabeth Ier, et l'Angleterre était à son apogée. Le théâtre de l'époque était sous la protection de la reine, ce qui était un atout important, et l'activité artistique à Londres était en plein essor. Peu après les débuts de Shakespeare, les théâtres durent rester fermés pendant un certain temps, l'Angleterre étant ravagée par une épidémie de peste. L'auteur en profita pour composer des poèmes. Il en a écrit de célèbres comme Vénus et Adonis et Le viol de Lucrèce. Durant cette période, pour éviter de contracter la peste, le dramaturge séjourna dans la ville de Stratford où le danger de contagion était plus faible qu'à Londres. Mais c'est dans la capitale anglaise qu'il écrivit la quasi-totalité de ses œuvres. C'est là qu'il devint célèbre et qu'il connut le succès en tant qu'acteur et écrivain. Il possédait la compagnie théâtrale Lord Chamberlain's Men, également connue sous le nom de King's Men, et était l'un des propriétaires du Globe Theatre, un théâtre anglais construit en 1599 sous le règne d'Élisabeth. En 1613, un terrible incendie se déclara au cours d'une représentation et le théâtre fut détruit. Il fut reconstruit quelque temps plus tard, mais finit par fermer ses portes. Il est aujourd'hui ouvert sous le nom de Shakespeare's Globe Theatre. La reconstruction tenta d'imiter la disposition originale.
Une dizaine d'années après le début de sa carrière, William Shakespeare commença à investir ses revenus dans l'achat de biens immobiliers, de maisons et de terrains. Vers 1610, l'écrivain quitta Londres et retourna à Stratford pour y vivre avec sa famille. Il passa ses journées à écrire et à se reposer, mais sa vie familiale était une source d'inquiétude. En effet, le mari de sa fille cadette Judith mit enceinte une jeune fille de la région, qui mourut pendant l'accouchement. Cette situation embarrassa Shakespeare, qui désapprouva le comportement de son gendre, d'autant plus qu'il était offensant pour sa fille bien-aimée. Un matin, le dramaturge se réveilla fiévreux. La veille, il avait fréquenté une taverne avec des amis et avait peut-être trop bu. La fièvre étant élevée, son état semblait désespéré. Malgré les soins médicaux et l'affection de sa famille, Shakespeare mourut en 1616, le 23 avril, le même jour que la date probable de sa naissance. Il avait 52 ans. La cause exacte du décès est inconnue. Il aurait pu s'agir d'une crise de foie, peut-être due à la consommation d'alcool, ou d'une tumeur osseuse faciale, et selon une théorie plus récente, basée sur des recherches approfondies, il serait mort d'une tumeur oculaire, et non pas à cause d'un abus d'alcool. D'autres affirment qu'il fut victime d'une épidémie de typhus. Shakespeare mourut, mais il nous laissa une œuvre immense traduite dans plus de 80 langues. Elle continue d'inspirer et d'enchanter les gens du monde entier. Lorsque l'on analyse tous les documents historiques, certaines théories remettent en question l'existence de Shakespeare, et surtout, la paternité de nombreuses œuvres qui lui sont attribuées. De nombreux noms furent considérés comme les véritables auteurs des pièces, parmi lesquels le philosophe Francis Bacon, le dramaturge Christopher Marlowe et même la reine Élisabeth Ier. Il existe pourtant des preuves convaincantes de l'existence du célèbre William Shakespeare. Des documents, des signatures, des contrats d'innombrables témoins dont les acteurs qui ont joué dans ces pièces. La sexualité de William Shakespeare, bien qu'il se soit marié et ait eu des enfants, fait également l'objet de controverses. Certains prétendent que le mariage n'a eu lieu que sur l'insistance de la famille d'Anne Hathaway parce qu'elle était enceinte. Toujours à propos de sa vie amoureuse, il existe également des hypothèses sur sa relation avec une autre femme lorsqu'il vivait à Londres et sur ses relations avec les hommes, sur la base de certains sonnets qu'il a écrits. Certains semblent décrire l'amour pour un homme, mais il ne s'agit peut-être que d'un artifice littéraire. À l'époque de William Shakespeare, les femmes n'étaient pas autorisées à jouer au théâtre. Les hommes jouaient les rôles féminins. En fait, la plupart des spectateurs étaient des hommes. Les théâtres étaient toujours pleins et les représentations avaient lieu l'après-midi car les gens se couchaient tôt et les rues n'étaient pas tout à fait sûres la nuit. Les œuvres de Shakespeare s'adressaient à des personnes de niveaux sociaux, d'éducation et d'âges différents. Il utilisait un langage que tout le monde pouvait comprendre. Dans ses œuvres, il traitait de questions sociales et politiques de la mort, de l'intrigue, de la trahison, de l'amour, entre autres thèmes de la condition humaine. Il utilisait souvent le soliloque, un moment où les personnages se parlaient à eux-mêmes, de sorte que le public assistait à leurs confessions, découvrait leurs désirs, leurs peurs, leurs joies, etc. et s'identifiait souvent à eux. Le public se sentait totalement immergé dans l'histoire. Dans plus d'une œuvre, Shakespeare ajoute à l'intrigue un passage où se joue une scène. En d'autres termes, il y a une pièce dans la pièce. C'est le cas par exemple dans Le Songe d'une nuit d'été et dans Hamlet. Shakespeare réalisa des œuvres dans différents genres, s'adaptant parfaitement aux exigences de chacun d'entre eux. Sa dramaturgie se divise en comédie, tragédie et tragicomédie ou romance. Dans certaines de ses œuvres, Shakespeare mêla des éléments de différents genres. Dans un récit de lui, il n'était pas rare de trouver un moment intense mêlé à de l'humour par exemple. William Shakespeare mérite également d'être reconnu pour sa contribution à la langue anglaise, puisqu'il créa des mots et des expressions qui sont encore utilisés dans la langue d'aujourd'hui. Citons par exemple manager et fashionable. Shakespeare fit entrer environ 2000 mots dans le vocabulaire anglais, bien que certains d'entre eux soient encore utilisés aujourd'hui avec un sens différent. En plus d'être un excellent dramaturge, William Shakespeare se révéla également être un excellent poète. Il composa 2 poèmes considérés comme érotiques, Vénus et Adonis de 1593 et Le viol de Lucrèce de 1594. Il composa également 154 sonnets tout au long de sa vie, publiés en 1609, sur l'amour, la mort, la vie et bien d'autres thèmes. En 1623, il publia le First Folio, un recueil des pièces de William Shakespeare. Environ 240 exemplaires du premier folio existent encore. Les œuvres de Shakespeare continuent d'être largement connues, tant le génie de l'auteur était grand. Certaines d'entre elles ont fini par devenir extrêmement célèbres. Roméo et Juliette est l'une des pièces les plus jouées au monde. Elle raconte l'amour intense entre 2 adolescents, Juliette Capulet et Roméo Montecchio, et comment l'inimitié entre leurs 2 familles a conduit à la fin tragique du couple.
Plus de 70 films ont été réalisés en s'inspirant de l'œuvre. Des adaptations littéraires ont également été réalisées au fil des ans. L'histoire est intemporelle et continue d'inspirer les artistes. Hamlet adopte une approche différente de celle de Roméo et Juliette. Il s'agit de la pièce la plus longue de Shakespeare, qui raconte l'histoire d'Hamlet, prince du Danemark, dont le père a été assassiné. La célèbre tragédie explore des thèmes tels que la quête de vengeance, la moralité et même la nature de l'existence et de la condition humaine. Outre son immense valeur artistique et littéraire, l'œuvre de Shakespeare présente des complexités philosophiques qui continuent d'être analysées et étudiées. De nouvelles visions et interprétations des œuvres émergent constamment au fur et à mesure que nous comprenons mieux leur complexité. Shakespeare était un auteur complexe dont les œuvres importantes ont diverti et critiqué la société dans laquelle il vivait. Sa description de l'attitude des personnages dans ses scénarios témoigne d'une compréhension aiguë de la nature humaine et d'un talent rare pour transformer même nos défauts en poésie et en art.